voudrais un peu parler d'Israël, mais euh, en élevant le débat, si on peut dire. Je viens d'écouter une émission sur France Culture avec Philippe Meyer, où on nous dit oui, cet Américain, euh, c'est pas la peine de s'occuper du contrôle des immigrés parce que ceux qui ont commis les attentats étaient des gens qui étaient nés aux États-Unis. C'est un argument qui est discutable. J'ai déjà signalé, dans d'autres domaines, pas uniquement dans le domaine du terrorisme, mais dans le domaine de l'intégration plus généralement, j'ai déjà signalé le cas des juifs russes. Ces juifs russes, il se trouve que j'ai épousé une juive d'origine ukrainienne, qui venait de cette région, de l'ex-URSS, et qui était d'ailleurs venue en Israël avant 1989, puisqu'elle était déjà venue au début des années 70, 74 je crois. Et alors elle avait complètement intégré la société israélienne. Elle a même fait une licence d'hébreu, je crois. Mais l'arrivée, 15 ans plus tard, 15-20 ans plus tard, d'une nouvelle vague d'immigration russe, puisque malheureusement, pour Israël, l'immigration vers Israël est très faible, en dehors de la question des Russes, russophones, sans parler de la question des falachas, etc. Elle est résiduelle. Quelques milliers de personnes par an arrivent en Israël en dehors de ces pays-là. Et de toute façon, même du côté russophone, ça s'est plus ou moins tari en 2016. Eh bien, j'ai pu constater des visus, j'ai pu constater que les juifs les juifs immigrés de l'ex-URSS, qui n'étaient pas encore l'ex-URSS dans les années 70, étaient bien entendu en contact avec les juifs qui venaient 15 ou 20 ans plus tard. Et je dirais même que d'une certaine manière, ils ont régressé dans leur processus d'immigration et d'intégration. Donc il ne faut pas croire que l'arrivée d'une nouvelle vague de musulmans, par exemple, aux États-Unis, est un phénomène sans importance. Pourquoi? Parce que cela peut réactiver ou réveiller une dimension qui avait pu être refoulée chez la vague précédente, et encore plus grave que cela, ces nouveaux immigrants, que ce soit en France, que ce soit en Israël ou aux États-Unis, ne vont pas spécialement faire l'effort de s'intégrer, mais ils vont trouver dans ceux qui se sont intégrés de leur propre communauté, linguistique et autres, des relais. Ils vont pouvoir instrumentaliser ces gens qui sont mieux intégrés dans tel ou tel processus. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact d'une nouvelle immigration sur le comportement d'une immigration précédente. Cela vaut pour le terrorisme, cela vaut pour les questions culturelles, linguistiques, et une russification, par exemple, une re-russification de la génération des années 70 au contact de la nouvelle génération, plus récente, avec par exemple des mariages entre parenthèses mixtes entre la génération 1 et la génération 2, par exemple, qui va de soi, parce qu'il semble est apparemment très facile.
c'est inévitable. C'est pour ça que le communautarisme est quelque chose d'incontournable. Il y a un poids de l'appartenance qui fait que des éléments nouveaux vont adhérer, vont s'agglutiner aux éléments anciens au sein d'une communauté donnée. C'est normal. Bon. De même sur le plan linguistique. Quand il y a des emprunts qui ont été faits anciennement d'une langue vers une autre, eh bien, quand de nouveaux mots arrivent, ils vont facilement rejoindre les anciens emprunts. Et donc, les premiers emprunts vont faciliter les nouveaux emprunts. De la même façon, il est clair que lorsqu'il y a des immigrés qui arrivent dans un pays, la présence d'anciens immigrés ou d'immigrés d'une vague précédente va faciliter leur intégration, mais va également moduler leur intégration selon des processus qui sont effectivement assez complexes et qui sont interactifs. Ce ne seront pas forcément les anciens arrivés qui vont agir sur les nouveaux, mais ça peut être également l'inverse. Et puis alors, puisque je suis sur Israël, j'aimerais bien terminer en disant que s'il y a un lien entre les musulmans en France, et là encore on est dans une structure commune, dans une logique communautaire, s'il y a un lien presque logique entre les musulmans en France et ce qui se passe dans le monde musulman en dehors de France, il y a le même lien, quelque part, sur le plan de l'identité communautaire, entre les juifs de France, dont on sait la diversité, et ce qui se passe en Israël. De toute façon, le processus est à peu près le même. C'est-à-dire que, de même qu'on peut dire aux musulmans de France, est-ce que vous êtes solidaires de ce qui se passe au Moyen-Orient, avec Daesh, de ce qui se passe avec le terrorisme, on peut demander aussi aux juifs de France, est-ce que vous êtes solidaires avec ce qui se passe en Israël? Je ne vois pas très bien la différence. Voyez-vous? Là, on est dans... il faut absolument prendre la mesure du communautarisme et l'assumer et l'intégrer dans sa pensée, dans la pensée politique, car le communautarisme est une donnée qui a été refoulée quelque part, mais qui en réalité est une donnée absolument fondamentale, surtout si on ajoute que les hommes et les femmes appartiennent de facto à des communautés différentes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes communautés par ailleurs, parce que l'appartenance à une communauté n'est pas exclusive de l'appartenance à d'autres communautés. On est bien d'accord là-dessus. Il ne faut pas non plus faire dire n'importe quoi. Mais nous sommes déjà dans un post-communautarisme depuis très longtemps. La négation du communautarisme, et là je rejoins les analyses de Emmanuel Todt, que j'apprécie beaucoup, à savoir quand il distingue l'esprit égalitariste et non égalitariste. Paradoxalement, on croit que quand on entend ces mots-là, on risque de faire un contresens. Parce que les gens qui sont non égalitaristes sont des gens qui reconnaissent qu'il y a des différences et qu'il faut les assumer et les accepter. Et les gens qui sont égalitaristes, on pourrait dire, ils sont... Eh bien justement, ils refusent ces différences. Donc ils refusent, en quelque sorte, l'égalité des différences, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils refusent que chaque groupe puisse affirmer sa différence, comme s'il n'y avait qu'un groupe dominant qui avait le droit d'affirmer sa spécificité. Voyez-vous, donc ce débat a été étudié très intéressant par Todt, et le communautarisme, c'est une donnée fondamentale, qui est également indissociable de la question de l'empire, de la question des sociétés diverses, multiples pas seulement sur le plan religieux, multiples sur le plan économique, multiples sur le plan des pratiques religieuses, sur le plan des pratiques psychologiques, puisque les hommes et les femmes ont des pratiques psychologiques, ont des destins, ont des compétences différentes. Il n'y a pas besoin de paniquer pour ça.
D'ailleurs, de toute façon, nous sommes dans un communautarisme de fait. Peut-être que il n'y a pas de discours par rapport à ça, mais il est là. Nous vivons avec des gens qui nous sont étrangers, qui appartiennent à des valeurs différentes, et même si nous jouons l'hypocrisie et Tartuffe, etc., nous en tenons compte. Donc il s'agit simplement de prendre conscience d'un communautarisme qui est parfaitement en place et qui fonctionne d'ailleurs, mais qui n'est pas assumé au niveau de la conscience, qui n'est pas assumé en connaissance de cause.